C'est un chat noir aussi insolent que toi, Steven. Steven, voici Django. Vous allez vous détester. Steven est un esclave noir appartenant à Calvin Candie, un homme qui, selon les lois de l'époque, est littéralement sa propriété. C'est ma propriété. Et je peux faire ce que je veux de ma propriété quand bon me semble. Calvin est un propriétaire blanc de plantation, pour qui l'esclavage est la base de son pouvoir et de sa richesse. Il exploite sans pitié les gens de la même race que Steven, tout en justifiant ouvertement cela par son idéologie raciste. La science de la phrénologie donne la clé pour comprendre les différences entre les deux espèces. Il garde même le crâne d'un ancien serviteur, qu'il utilise comme un accessoire particulier. Calvin le scie, essayant de prouver l'infériorité des Noirs en se basant sur la pseudo-science de la phrénologie. Vous remarquerez 3 petites fossettes distinctes. Ici, ici et ici. Il semble évident que Stephen et Calvin devraient être dans des camps opposés. Après tout, nous avons ici un oppresseur et un opprimé. Un homme comme Candie devrait au moins susciter de l'antipathie ou du mépris chez Stephen. Mais en réalité, lorsque Calvin meurt, Stephen pleure littéralement sur son corps. Dans le même temps, Django, un homme noir libre qui, par sa simple existence, contredit tous ceux en quoi croit Candie, suscite une haine instantanée chez Stephen. Qui ? Celui-là, ce PD, est à cheval sur un canasson. Snejoc. Et cela, même avant qu'ils ne comprennent que Django et Schultz préparent quelque chose. Ils essaient de vous tromper. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? Pourquoi l'homme, qui en théorie devrait être pour Steven un symbole d'espoir et de liberté, l'agace-t-il plus qu'un propriétaire blanc d'esclaves ? Est-ce de la jalousie, de la peur ou un autre sentiment ? Et est-ce que Stephen est vraiment aussi attaché à Calvin Candie ? Ou bien est-ce simplement une mise en scène, afin de préserver sa position à Candyland ? Pour donner une réponse définitive à la question de savoir pourquoi Stephen déteste autant Django tout en restant fidèle à Calvin Candie, il vaut mieux diviser notre histoire en 2 parties. Nous allons d'abord analyser la relation entre Steven et Calvin, puis il sera beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe exactement entre Steven et Django. Commençons par Calvin. Quelle était son attitude envers Stephen et ses semblables ? Dans le film, il y a une scène qui montre très bien comment Calvin Candie perçoit les esclaves noirs dans sa maison. Vous vous souvenez du moment où il parle du vieil esclave qui servait déjà son père ? C'est Ben. D'après Calvin, cet homme rasait son père avec un rasoir droit sur la véranda pendant des années, et s'il l'avait voulu, il aurait pu facilement se débarrasser de son maître. Et Candie se pose la question. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? De plus, il se demande pourquoi aucun des esclaves, qui étaient toujours nombreux dans sa maison, n'a jamais essayé de tuer leur maître. Je me demande pourquoi il ne nous tue pas. La question est vraiment intéressante. En effet, si l'on y pense, la situation des soi-disant esclaves domestiques était très différente de celle de ceux qui travaillaient dans les champs. Les esclaves des plantations étaient constamment surveillés par les contremaîtres. Quant aux esclaves domestiques, ils vivaient à proximité du maître, tout près de tous les membres de sa famille, y compris les enfants. Et théoriquement, ils avaient beaucoup plus d'occasions de tous les tuer d'un seul coup. En réalité, bien que de tels cas ne soient pas produits dans la plantation de Candyland, dans l'histoire réelle, cela arrivait de temps en temps. L'exemple le plus célèbre est la révolte de Nat Turner en Virginie, le 21 août 1831, lorsque les insurgés ont commencé par tuer leur maître, puis ont continué dans le combat. Il y a eu d'autres cas. En 1855, l'esclave Celia, dans le Missouri, a envoyé son maître, Robert Newsom, ad patres, qui, pendant des années, abusait de sa position envers elle, pour le dire plus doucement. Dans le sud, on redoutait sans cesse les empoisonnements par les esclaves domestiques, ces cas s'étant déjà produits plusieurs fois. Donc, quoi que dise Calvin, de tels cas ont bien existé, et il se trompe un peu, ce qui correspond tout à fait à l'image d'une personne qui se considère comme intelligente. Un rituel, mais il n'est pas plus intelligent que son esclave. C'est pourquoi, selon Calvin Candie,
La réponse à sa question se trouve à l'intérieur du crâne de ce vieux Ben. C'est précisément ici qu'il parle de la phrénologie. La science de la phrénologie donne la clé pour comprendre les différences entre les deux espèces. Comme il l'explique, il existe des zones particulières sur le crâne des personnes noires. Il y a une zone liée à la soumission. Alors que chez les personnes blanches, il existerait des zones particulières censées être liées à des qualités supérieures, comme la créativité et l'intelligence. Si j'avais dans les mains le crâne d'Isaac Newton ou de Galilée, Puisque nous avons évoqué la phrénologie, il convient d'en expliquer brièvement le principe. La phrénologie est une véritable pseudo-science du XIXe siècle, selon laquelle on pouvait déterminer le caractère, les capacités et les particularités d'une personne en observant la forme de son crâne. Son idée principale était que le cerveau est composé de zones distinctes, chacune responsable d'une capacité ou d'un trait de caractère particulier. La mémoire, l'agressivité, l'amour des enfants, et ainsi de suite. Le créateur de cette théorie, le médecin autrichien Franz Joseph Gall, supposait que si une zone du cerveau se développait activement, elle augmentait de taille et commençait à exercer une pression sur le crâne, créant ainsi des bosses. Et si une zone est peu développée, au contraire, une dépression apparaît. Aujourd'hui, cette théorie est bien sûr reconnue comme totalement erronée. À la fin du XIXe siècle, la phrénologie avait été définitivement discréditée, mais au milieu du siècle, elle continuait encore d'exister comme une marotte intellectuelle à la mode. Et surtout, elle convenait parfaitement à ceux qui voulaient cacher leurs opinions racistes derrière le paravent de la science. Des gens comme Kelvin Candy. L'action de Django Unchained se déroule vers 1858, quelques années avant le début de la guerre de sécession aux États-Unis. Toi, t'es parti à la guerre pour laisser des gens enchaînés. Moi, je suis parti à la guerre pour tuer des Blancs. L'abolition de l'esclavage est encore loin, il reste environ 5 ans avant la proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln, et il reste environ 7 ans avant l'adoption du 13e amendement qui a définitivement aboli l'esclavage. Autrement dit, c'est une époque où le système esclavagiste existe encore, mais ses défenseurs ont déjà besoin de justifications supplémentaires. À ce moment-là, la phrénologie était déjà discréditée scientifiquement, mais persistait dans la conscience collective. Pour des gens comme Calvin Candy, c'était un outil pratique, car il avait non seulement besoin de posséder des personnes, mais aussi de se convaincre lui-même qu'il en avait le droit moral. Mais le problème, c'est que la réalité elle-même pouvait réfuter cette théorie. Mais pour ce cas-là, Calvin Candy avait aussi une explication toute prête. S'il rencontrait une personne qui ne correspondait pas à sa vision du monde, il ne remettait pas en question ses convictions. Il la déclarait simplement une exception. Selon Candy, il pouvait parfois apparaître parmi les Noirs des individus extrêmement rares qui, d'une manière ou d'une autre, ne correspondaient pas à la règle. un tel n peut se trouver parmi 10 000. Un d'exception. Il n'était pas la preuve que sa théorie était erronée, mais au contraire, il ne faisait que la confirmer. Car il s'agissait, soi-disant, d'une rare exception à la règle. Mais voici la question. Et comment Steven lui-même considérait-il tout ce système de croyances ? Croyait-il à cette, excusez-moi, foutue phrénologie ? Pensait-il vraiment que les esclaves étaient différents de leurs maîtres par nature ? Le film ne donne pas de réponse directe. Nous n'avons pas de scène où Steven en parle ouvertement. Mais je penche pour la version selon laquelle Stephen se considérait justement comme ce noir exceptionnel. 1 sur 10 000. On peut tirer de telles conclusions si l'on étudie attentivement certaines interviews de Samuel L. Jackson. Après tout, qui d'autre que lui devrait connaître son personnage sur le bout des doigts ? Voici ce que disait Jackson. Il n'a jamais travaillé dans les champs ni été battu. Personne ne l'a jamais frappé. Depuis sa naissance, il est convaincu de ne pas être une propriété, se considérant différent des autres personnes qui l'entourent. Et il est plus intelligent que tous ceux qui l'entourent. De plus, je suis prêt à supposer que c'est justement Stephen qui a pu mettre dans la tête de Calvin cette idée de noir exceptionnel. Steven est né et a grandi sur cette plantation. Son père et son grand-père faisaient le même travail que lui, prenant soin des hommes de la famille Candy, de toute la famille et de cette maison. Steven a en fait élevé Kelvin. C'est pourquoi Kelvin est davantage le reflet de Steven que de quiconque dans cette maison. Dans une autre interview, Jackson a encore répété cette thèse. Kelvin est le reflet de Steven. Steven l'a élevé.
C'est pourquoi Kelvin reflète entièrement ce qu'est Steven lui-même. Si Kelvin Candy est le reflet de Steven, alors il est très probable qu'il partage dans une certaine mesure les mêmes opinions. Il est possible qu'il croyait vraiment à la phrénologie, mais qu'il se considérait en même temps comme cette rare exception, l'un sur 10 000. Et même s'il n'y croyait pas, il était certainement assez intelligent pour utiliser cette idée à son avantage. Il est possible que ce soit Steven lui-même qui l'ait soufflé à Kelvin. Contrairement à de nombreux collègues phrénologues, je pense qu'il existe une catégorie des plus intelligents. 1 sur 10 000. Exceptionnel. Nous avons déjà vu à quel point il le fait avec maîtrise. Par exemple, l'idée d'envoyer Django dans les mines de Lock-in Dicky a d'abord été suggérée par Steven. Et je leur dis, ceux que nous vendons à Le Coin du Quai vont en enfer. Mademoiselle Lara voulait traiter Django tout autrement, mais Steven lui a subtilement soufflé la bonne idée. Et après quelques minutes, cette idée lui semblait déjà être sa propre décision. Et là, soudainement, comme sortie de nulle part, une idée vient à l'esprit de Mademoiselle Lara. Et que dire d'une personne que Steven a littéralement façonnée depuis l'enfance ? Dans l'une de ses interviews, Samuel L. Jackson a même comparé Steven et Calvin à une seule et même créature. Un dragon cracheur de feu que le Dr Schultz doit affronter. Et compte tenu de tout cela, la scène où Steven pleure sur le corps de Calvin Candy ne semble pas du tout étrange. Elle est absolument logique. Parce que Calvin n'est pas seulement son maître, il est aussi son élève, son instrument. Et en même temps, le reflet de Steven lui-même. L'homme qu'il a guidé, éduqué et façonné pendant des années pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Pour revenir à la question de pourquoi les esclaves ne tuaient pas leur maître, outre toute une série de raisons évidentes comme la peur de la mort, des punitions, la menace pour la famille, les enfants et les proches, ainsi que la compréhension que tuer un seul maître ne détruirait pas le système de l'esclavage lui-même, il existe peut-être ici un autre mécanisme en jeu. En 1994, les psychologues John Jorst et Mazarine Banaji ont proposé un concept qu'ils ont appelé la théorie de la justification du système. Le point de départ de la recherche était le désir de répondre à la question suivante. Pourquoi les personnes de statut social inférieur justifient-elles souvent le système davantage que celles de statut social élevé ? Ils ont finalement conclu que les gens cherchent souvent à défendre et à justifier l'ordre social existant, même s'il est injuste. Parce que cela leur permet de se sentir psychologiquement plus stables. Il est difficile de vivre en pensant que le monde est chaotique, cruel et injuste. Ainsi, le cerveau choisit parfois une explication plus rassurante. Donc c'est comme ça que ça doit être, ça a toujours été comme ça, partout, il y a un certain ordre là-dedans. La raison, c'est qu'il est psychologiquement difficile d'admettre l'injustice du système. Parce que un conflit intérieur apparaît. Si la société est injuste, pourquoi est-ce que j'y vis et pourquoi je ne peux rien changer ? Pour réduire cette dissonance, une personne peut commencer à justifier le système lui-même. Dans le même temps, ces personnes évitent souvent les informations qui contredisent leur vision du monde et acceptent plus facilement celles qui donnent un sentiment d'ordre, de prévisibilité et d'appartenance à la société. C'est pourquoi les gens peuvent défendre le système en place, même lorsqu'il agit contre leurs propres intérêts. Es-tu vraiment libre? Oui, je suis libre. Tu aimes te promener en clown? Mais revenons à Django. Nous avons déjà compris ce qui lie Stephen et Calvin Candy, et après cela, la raison de la haine de Stephen envers Django devient beaucoup plus claire. Comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente sur Steven, il occupe une position unique à Candyland. Quand Calvin est absent, c'est Steven qui dirige effectivement Candyland. Il donne des ordres, contrôle les autres esclaves, et possède un pouvoir que la plupart des gens dans sa situation n'ont jamais eu. En plus, tu sais, il se considère comme quelqu'un de spécial et il tire de vrais avantages de la situation actuelle. C'est pourquoi l'arrivée de Django devient une menace pour lui. Quand un homme noir libre apparaît à la porte de la maison à cheval, tout d'abord, Steven voit la preuve qu'il existe une autre voie, dans laquelle un homme noir peut obtenir la liberté et le pouvoir. Pas en s'adaptant au système, mais en le détruisant. Pour Stephen, c'est particulièrement dangereux, car il a construit sa vie dans l'esclavage. Il a trouvé sa place dans ce système. Deuxièmement, les autres esclaves, en regardant Django, peuvent commencer à se demander pourquoi un homme noir peut monter à cheval, parler d'égal à égal avec les blancs, et prendre ses propres décisions, alors qu'un autre ne le peut pas.
Pourquoi devraient-ils accepter leur situation comme inévitable? Tout cela complique le pouvoir même de Steven, mais il y a aussi un autre point important. La chute du système esclavagiste signifierait pour Steven la perte de son propre pouvoir. Parce qu'à l'intérieur de Candyland, il est presque au sommet de cette hiérarchie. Mais en dehors de la plantation, tout change. Là-bas, il n'est pas le bras droit de Calvin Candy. Il n'est pas l'homme qui prend les décisions. Il n'est pas une éminence grise, même s'il serait plus juste de dire ici un cardinal noir. Là-bas, il redevient simplement un homme noir dans une société qui continue de le regarder à travers des préjugés raciaux. Et si demain ce système s'effondre, alors Steven perdra tout ce qui faisait de lui quelqu'un de spécial. Steven est le roi de la cage. Elle est en fait sa prison et lui donne du pouvoir, car en dehors de celle-ci, il n'est personne. Candyland le tient enchaîné et en même temps lui accorde des privilèges. Et je vous rappelle qu'à ce jour, ce n'est pas le premier personnage du film Django Unchained analysé sur cette chaîne. J'ai déjà analysé Calvin Candy, Schultz et Stephen. Une autre vidéo sur le sujet existe, toutes les analyses Django sont regroupées dans une playlist sous la vidéo. Avec le temps, de nouvelles analyses des personnages de ce film y seront ajoutées. Et je pense qu'il est tout à fait logique d'analyser Django lui-même ensuite, car nous avons déjà analysé presque tout le monde, sauf l'invité d'honneur, Django Unchained lui-même.